Eh bien, on va commencer cette deuxième partie de journée avec la conférence débat et avec notre invité Patrick Bouchin. Donc, bonjour Patrick. Bonjour. Donc, l'idée de cette conférence débat, alors c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais l'idée c'est que ce soit vraiment un temps d'échange. Donc, voilà, l'idée c'est que vous soyez vraiment participants. N'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Et l'idée, c'est de partir sur un petit temps d'échange avec Patrick pendant une demi-heure et après de vous laisser la parole pour échanger sur vos propres expériences, qui questionnent la question des échelles, à quelle échelle on entreprend aujourd'hui et quelles limites il faut repousser, avec qui, comment, quelle échelle de temps, quelle échelle de territoire. Voilà, donc je vais présenter rapidement Patrick Bouchin. Vous êtes architecte, urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme en 2019. Vous avez mis en œuvre une architecture HQH, haute qualité humaine. Vous aimez voilà, travailler pour les habitants, avec les habitants, et avec l'idée de surtout travailler en restant connecté avec le terrain. Vous avez été pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels et, comme je disais, militant d'une méthode collaborative de travail. Est-ce que je vous laisse compléter tout ça? Oui, oui. Non, mais c'est pas. Voilà, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que c'est pas un a priori que j'avais, c'était peut-être l'absence de travail ou l'absence d'accéder à des chantiers qui m'ont fait commencer par des toutes petites choses. De dire que ce métier est peut-être un métier qu'on surestime et en le surestimant, qu'on ne met que dans des projets avec très grande visibilité et à très grande échelle. Et que peut-être donc l'architecture est un métier que tout le monde plus ou moins fait en regardant comment les choses se font, en transmettant des choses que l'on a fait. Et je me suis dit, je vais commencer avec les personnes peut-être qui n'envisageaient pas d'utiliser un architecte et d'être comme un passeur. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui cherche une habitation, un lieu de travail, ou qui est confronté à un problème réglementaire, que éventuellement son acte ne peut pas être fait parce que le règlement ne comprend pas l'acte, d'être ce passeur, disons, cet intermédiaire ou ce maillon entre une idée d'architecture et sa réalisation. Et donc, lentement, j'ai varié les échelles et j'ai varié les sujets, mais je me suis rendu compte que ça n'avait aucune importance. L'échelle ne compte pas, on pourrait dire. C'est toujours le même principe. Il faut réunir quelqu'un qui veut quelque chose dans lequel il va habiter ou travailler et que éventuellement il le fait seul, ce qu'on appellerait de la co-construction ou de l'éco-construction ou de l'auto-construction. Vous voyez, tout dépend de ce qu'on y met dedans et qu'éventuellement il faut qu'il ait une personne avec lui qui l'aide à réaliser. Ça peut être quelqu'un du monde du travail, un ouvrier, ça peut être un ami ou une amie, et que donc très vite, on est obligé de se réunir pour construire, on est obligé de discuter pour construire, et on est obligé éventuellement de construire en étant vu par les autres. Et donc, c'est tout l'intérêt du règlement ou de la loi. Et donc, je me suis dit, mais tout ça, ça existe tout le temps, et pourquoi on fait un effort en disant, on va créer des réunions participatives, on va tenter de co-construire, on va tenter d'auto-construire. Et en fait, non, c'était de passer à l'acte. Et donc, j'ai commencé il y a presque 50 ans à faire ce que les autres ne voulaient pas faire. C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas aller sur le terrain concurrentiel, je vais aller sur le terrain abandonné. Et c'est vrai que mes premiers interlocuteurs ont plutôt été des gens de culture, parce que ils ne rencontraient pas voilà, dans le lieu dans lequel ils voulaient produire, que ce soit un peintre, un danseur, un sculpteur ou un homme de théâtre, et que donc ces gens-là voyaient des lieux inoccupés
Ça s'appelait des squats, si vous voulez, et ils étaient donc libres d'occupation et pour être, occupés, il fallait y faire quelques travaux, voire éventuellement, tordre le cou ou comprendre quelques réglementations et donc je suis rentré par la culture, c'est vrai, mais c'était pas parce que j'excluais tous les autres secteurs, mais peut-être que le secteur de la culture, contrairement à ce qu'on croit, ou l'art, contrairement à ce qu'on croit, il peut permettre un acte expérimental, un acte, libre de tout et qui est jugé, l'acte fait, quoi. Donc c'est ce que j'ai appelé une architecture a posteriori et non pas une architecture a priori. Et donc, voilà, comme on me reprochait de faire des trop petites échelles ou qu'on me reprochait éventuellement de ne faire que de la culture, j'ai tenté lentement de sortir de l'échelle, d'augmenter, la taille de l'échelle et éventuellement de changer de sujet. Est-ce que je pouvais faire la même chose pour le sport, pour le commerce, pour le travail, pour l'industrie, pour l'artisanat? Et est-ce que c'est le dernier secteur que j'ai expérimenté, parce que c'est peut-être le plus contraignant et celui d'ailleurs qui a produit le plus d'échecs, le logement social. Et donc, je ne suis rentré, on pourrait dire que 30 ans ou 35 ans après être sorti de l'école, à faire du logement social parce que je pensais avoir toutes les armes pour éventuellement expérimenter comment habiter un logement bon marché ou un logement accessible parce que le loyer était faible, donc on appelle social, mais comme il est connoté toujours comme un lieu de problèmes sociaux, disons d'accumulation de problèmes sociaux, ce qui en fait un ghetto social et éventuellement un ghetto à problème, comme tout ghetto, j'y suis rentré très tardivement. Mais ce n'était pas par rejet, c'était peut-être parce que c'était plus compliqué, parce que c'est le plus réglementé, et c'est celui pour lequel on demande le moins l'avis de son usager, puisqu'on considère que dès qu'on a fourni un logement à quelqu'un qui attend depuis très longtemps un logement social, la demande est satisfaite et qu'il n'y avait rien d'autre à satisfaire que de fournir le logement. Alors c'est complètement faux. Habiter, c'est plus subtil que d'avoir simplement un logement. Il en faut un, mais peut-être qu'il y a un mode d'appropriation, un mode de participation, un mode de gestion, voire un mode de transformation de l'habitat dans lequel on est, que le logement social n'autorise pas. Donc, pour répondre un peu très largement à votre question, je n'ai pas choisi de faire voilà, de la culture dans des lieux industriels, mais puisque les lieux industriels étaient abandonnés et que des gens cherchaient des lieux pour y tenir des activités, c'est celui-là qui s'est offert à nous. Mais peut-être, après 50 ans de vie professionnelle, il y avait peut-être un désir caché de sauvegarder un patrimoine industriel ou de sauvegarder un patrimoine lié au travail dont on allait faire la table rase au prétexte que le mode de production changeait. Et peut-être qu'il y avait quelque chose de caché par des grands-parents. À une autre génération, c'était l'agriculture. Et peut-être que par des grands-parents pour cette génération qui avaient travaillé dans l'industrie, il y avait peut-être une table rase impossible à faire. Et les occuper, c'était une façon de les protéger. Et on pourrait dire aujourd'hui, comme le logement social, plutôt que d'analyser avec une critique objective pourquoi ça n'a pas marché, on en fait la table rase au prétexte que sa construction est responsable du mal-être, hein, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est la façon dont on l'attribue et la façon dont on l'affecte ou la façon dont on l'utilise, la façon dont on regroupe, qu'on concentre, qui est peut-être le problème. Et donc, il y a quelques personnes qui commencent maintenant à se poser la question comment éviter la table rase du logement social en occupant ou éventuellement en mettant cette deuxième couche sociale, la vraie, qui n'a pas été mise sur la première tranche du logement social, qui n'était qu'utilitaire. Alors, pour ceux qui, en effet, nous écoutent, la période dans laquelle on rentre est une période de grande rupture, et elle peut être inquiétante, parce que toute rupture est inquiétante, mais on pourrait dire qu'elle peut être favorable, parce que quand il y a effondrement d'un système, il y a toujours une place pour faire autrement, où il y a une lacune pour prendre sa place, parce que voilà, l'organisme ou la structure qui était faite pour pour gérer, on va dire la collectivité, que ce soit la représentation politique ou la représentation technique, étant absente, la prise de pouvoir est plus facile parce qu'il y a un abandon de poste, comme on dit. Et vous le savez, dans toute l'histoire, c'est au moment où
il y a un abandon des choses que on peut, par nécessité, prendre la place. Et je pense que la période à venir, elle est comme ça. Elle est comme ça pour l'environnement, elle est comme ça donc pour l'économie, et elle est comme ça donc pour les rapports sociaux, familiaux et voilà, de société profonds. Et donc peut-être que c'est une façon de tout relier face à une crise qui relie le tout. Voilà, donc comme moi je pense que c'est bien si on a donc un échange, que c'est toujours très difficile de prendre la parole. Je le sais quand je participe à séminaires et que je suis dans la salle, c'est toujours très difficile de commencer. Donc il ne faut pas hésiter, non pas à poser la question, j'ose pas poser cette question parce qu'elle est bête, mais à poser n'importe quelle question et vous verrez que nous arriverons à dialoguer même en étant en différé ou je sais pas comment dire, en non présentiel. Heu, merci. Peut-être, quand même vous faire revenir, un petit peu sur la preuve par 7, les expérimentations que vous avez conduit et puis quand même sur les idées que vous développez enfin vous en avez parlé un petit peu, mais de travailler sur le déjà là, sur le fait de révéler les possibles ignorés et de pas vouloir toujours tout reconstruire, mais de passer peut-être par ces temps d'observation, de dialogue aussi, d'aller construire le dialogue avec les habitants, de aussi d'investir les lieux, les habiter pour mieux les comprendre, pour pouvoir associer à la fois le savoir savant mais le savoir populaire. Enfin voilà, j'avais un peu aussi envie de vous donner la parole sur ces sujets-là. Alors, en effet, si vous voulez, quand vous faites de petites choses avec peu de moyens et quelquefois donc avec des gens dont ça obligerait qu'ils le fassent eux-mêmes. Dans le théâtre, c'était souvent le cas. Il y a un autre temps qui arrive, qui est après le temps de la conception. Il y a un temps de la construction et que le temps de la construction est un temps long puisque voilà, faire les choses, ça prend du temps et éventuellement trouver le financement pour faire ces choses, ça prend du temps. Donc c'est de mélanger les temps et de ne pas les mettre les uns après les autres entre la commande, la, on va dire même la demande avant la commande, ensuite la conception, la construction et l'usage. Donc c'est de mélanger ces temps puisque rien, rien ne se fait comme c'est prévu, ou chaque chose entraîne une modification de l'acte suivant. Donc, cette façon de faire est une façon de vivre. C'est pas une invention, voilà, d'une idée philosophique qui dirait que c'est une façon de vivre. Après avoir mangé, voilà, il se passe des choses, et suivant avec qui on mange, il se passe pas les mêmes choses, même si on mange le même plat, et ce même plat, le midi et le soir, c'est pas pareil, et un autre jour de la semaine, c'est pas pareil. Alors donc du coup, j'ai commencé à me dire, le temps, je vais pas courir après le temps, et je vais pas essayer de me caler sur les temps réglementaires ou les temps administratifs, je vais me mettre dans le temps de la vie. Et la bureaucratie ou le reste viendra, mais c'est d'abord le temps de la vie. En mettant ce temps-là comme prioritaire, vous réintroduisez des personnes ou des acteurs qui ne rentrent pas dans les temps parce qu'ils considèrent que voilà, ils ne sont pas libres à certains temps, ou qu'éventuellement, voilà, les week-ends, c'est pas fait pour travailler, ou les soirs, c'est pas fait pour travailler, ainsi de suite. Et en mélangeant les temps, vous faites rentrer des gens qui se sentent exclus parce que le temps ne correspond pas à leur activité professionnelle ou familiale. La deuxième chose, c'est de dire qu'il y a des moments heureux et des moments joyeux. Il y a des moments voilà, où il y a une sorte d'épanouissement, et puis il y a des moments donné où vous subissez. Donc c'est en mélangeant les temps que vous créez peut-être les relations entre bonheur et malheur, entre plaisir et voilà, et contrainte, et ainsi de suite. Et peut-être que dans le temps long, vous introduisez la personne qui ne parle pas et qui parle par des gestes ou qui parle par le faire, qui n'utilise pas la parole comme priorité. Et peut-être que faisant les choses devant les autres, elle parle en montrant ce qu'elle fait. Donc ça, c'est tout un travail que j'avais fait justement sur l'immigration et le bâtiment, sachant que très souvent, ceux qui construisent nos maisons, une partie de ceux qui construisent nos maisons et qui font les travaux les plus durs,
sont en général des gens qui ne manient pas facilement notre langue, voire même l'écrit de notre culture, et pourtant on leur donne des documents écrits, on leur parle et on leur demande de faire. Donc j'ai essayé de retourner, est-ce qu'on peut faire des choses sans écrit et sans parole, où l'acte, la force de l'acte, c'est l'acte suivant qui est modifié, ou éventuellement la pensée qui est modifiée. Donc c'est de mettre presque l'acte avant la pensée, et la pensée nourrie par l'acte. Alors ensuite, sur la preuve par 7, comme voilà, j'ai décidé, parce que j'avais quelques problèmes professionnels, de prendre ma retraite il y a 12 ans et de considérer que je devais rentrer dans une phase de transmission. C'est-à-dire de dire, en gros, tout ce que j'ai fait, bon voilà, tout le monde dit que on peut le faire parce que je l'ai déjà fait. Mais on peut le faire parce que j'ai le bras long, par exemple, parce que j'aime pas comme expression. Et donc de dire, bah, et si je le faisais avec des gens plus jeunes que moi, pour leur permettre de le faire, voire éventuellement, les cautionner pour le faire, ou leur permettre de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, pour faire des choses auxquelles ils ne seraient pas associés. Et donc d'en faire un moment de transmission. Et je voulais donc que tout acte soit une preuve. De dire en gros, on ne cesse de faire des choses et les choses construisent la société, ce qu'on pourrait appeler dans le droit la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui nourrit la loi et c'est la jurisprudence qui réadapte la loi euh, au caractère contemporain de l'acte qui nécessiterait l'application de tel texte de loi. Et donc de dire, il faudra qu'on fasse à chaque fois la preuve que ce que l'on dit, que ce que l'on fait est visible et peut être donné, peut être offert à d'autres. C'est-à-dire que d'autres peuvent s'en emparer comme étant une chose appartenant à la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai mis le mot preuve. Et 7, c'est parce que en réfléchissant avec des jeunes architectes, urbanistes, designers ou philosophes ou éventuellement sociologues ou habitants, parce que tous ces gens-là sont aussi des habitants, euh, on a essayé de répondre à cette critique que l'on me portait sur les échelles. Est-ce qu'on peut les identifier? Et donc on a fait un travail sur quelles sont les échelles identifiables et on les a ramenées donc à une échelle d'organisation urbaine, le village, qui est la première peut-être communauté, une petite communauté humaine, et qui a une représentation démocratique. Quelle est la plus petite représentation démocratique? C'est 50 habitants, entre 50 et 60 habitants. En dessous, il n'y a pas assez de différence. Et au-delà, peut-être que c'est autre chose. Donc on a pris la plus petite unité démocratique, j'ai appelé ça le 1/36 millième, puisqu'on a à peu près 36 000 communes, un village de 50 habitants. S'il est confronté à la construction d'un logement social, a-t-il tous les outils pour faire un logement accessible socialement? Non. Aucun office d'HLM ne se déplacera pour un logement et aucun office d'HLM ne se déplacerait pour un logement en milieu rural sur un déjà là, comme vous avez posé dans la question. Comment pourrait-on faire que cette deuxième période, peut-être dans laquelle nous rentrons, la première question qu'on pourrait se poser sur le plan écologique, ce serait de dire consommons moins de matière et réutilisons, réemployons la matière déjà transformée et le matériau. Donc, est-ce qu'on peut aller d'un matériau qui a déjà été transformé comme réutilisable alors que réglementairement on ne peut pas, les assurances le refusent, alors que les monuments historiques l'obligent. Donc il y a l'absurdité. Alors du coup, avec ce déjà-là, je pensais que dans un village, c'était très présent et que peut-être la plus petite unité mettait tout par terre. Et après, je suis allé au plus grand, qui est le département d'outre-mer, qui est rattaché à la République, avec des lois donc républicaines qui ont en général une extension ou une modification pour être adaptable au contexte. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est adaptable au contexte? Parce qu'on est très loin. Par exemple, je travaille à Mayotte. Et pourquoi on ne pourrait pas considérer qu'il y a peut-être autant de différences entre je sais pas, Lille et Marseille sur certains problèmes qu'il y en a entre Marseille et Mayotte, par exemple. Et pourquoi pour Mayotte, on met une loi adaptée et pourquoi on ne le mettrait pas pour Marseille? Et donc, ce n'était pas pour faire des lois détachées de l'unité de la nation, mais au contraire des lois adaptées aux questions humaines que la nation devrait traiter. Alors, on a fait un village, un bourg, une ville, une métropole, une banlieue, un département d'outre-mer, et on a voulu rajouter comme échelle
le cas répété, l'école fermée, la gare fermée, la poste fermée, l'agence bancaire fermée, qui fait qu'on pourrait peut-être travailler sur cette échelle d'un objet qui avait une fonction, une utilité, et qui, l'ayant perdu, se trouve donc muré, fermé, alors qu'il y a 3000 gares fermées qui n'ont aucune valeur, qui appartiennent à la SNCF, donc à l'État, et on pourrait dire qu'il y a 3000 logements inoccupés. Vous voyez, c'était un peu. Alors, ça, c'est ce qu'on a mis en place, c'est la preuve par 7. Et mon souhait, c'était de dire j'amène un peu une autorité et je laisse venir ensuite du terrain et des personnes plus jeunes la possibilité de traiter de ce sujet. Et donc, la preuve par 7, voilà, je l'ai initiée et là, elle commence à voguer de ses propres ailes. Vous travaillez sur finalement le concept de programmation ouverte, c'est ça que vous défendez, c'est de pouvoir à un moment peut-être s'affranchir des codes, en tout cas peut-être essayer de les détourner, de pas forcément rentrer dedans pour arriver à expérimenter. Et Oui, oui, c'est vrai, mais parce qu'il faut toujours ramener à un exemple concret. Qui aurait imaginé, quand on a construit des temples aux dieux à Athènes, qu'un jour ce lieu deviendrait un lieu public, hein, ouvert donc au monde entier et deviendrait un lieu de pèlerinage ou un lieu de visite. Voyez. Donc l'Acropole n'a pas été créée pour être un lieu recevant du public, par exemple. Pas du tout. Mais c'est autorisé parce que c'est un lieu patrimonial. Alors que si on dit, mettons, une usine qui était faite pour travailler, elle est fermée, et si vous voulez en faire un logement ou des logements ou un lieu même d'enseignement, vous ne pouvez pas, parce que dans notre système, les choses ont des appellations, des dénominations, elles sont classées et on ne sait pas passer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est invraisemblable. Mais surtout dans la programmation ouverte, c'est pas sûr, vous voyez, que ayant programmé, ça tombe juste, ça tombe jamais juste. Le programme est une indication, mais il ne peut pas être coercitif au point d'être exécuté comme il a été écrit. Et on voit bien, des fois, il y a des équipements qui sont finis, à peine finis, on retravaille dessus. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appellerait une programmation ouverte. Mais c'est plus, en fait, compte, une architecture dans laquelle on vit et qu'on ne cesse d'adapter aux besoins de sa vie. Donc, exemple, voilà, qui aurait imaginé que la pandémie entraînerait autant de gens travaillant chez eux? Pour ceux qui ont un grand logement, c'est un bonheur, parce que peut-être que de prendre des transports et tout, et on a déjà un bureau, on peut avoir un bureau pour compléter le travail qu'on faisait dans une tour de bureau. Mais pour quelqu'un qui a un logement social, dont on n'a jamais considéré que le logement pouvait intégrer un espace de travail, puisqu'on travaillait à l'usine ou dans un commerce, si vous voulez, comme employé ou comme voilà, ouvrier. On n'a jamais pensé. On a vu que là, en effet, pendant la pandémie, c'était invivable. Alors il fallait donc qu'il y ait la pandémie pour s'apercevoir qu'on ne pouvait pas travailler dans un logement social, alors qu'on met les gens au chômage et on leur demande d'être auto-entrepreneurs. Oui, donc, du coup, tout est fait de contradictions insurmontables. Et donc, la programmation ouverte, elle devrait dire, mais je peux transformer ce qui était prévu pour ça en autre chose parce que la situation change. Et je devrais avoir la liberté de changer les espaces dans lesquels je me trouve. Et on l'a vu à l'hôpital. Qui aurait pu imaginer que des hôpitaux, admettons, pendant un certain temps, suppriment toutes les spécialisations pour que l'hôpital, sa principale fonction était la réanimation. On l'aurait mis dans un programme, tout le monde aurait dit que c'est impossible. C'est pas la même chose. La chirurgie et la réanimation, c'est pas la même chose. Puis là, d'un seul coup, la pandémie, l'urgence, la nécessité fait que les médecins en premier ont dit mais c'est très facile. C'est toujours un lit, c'est de l'air et de l'électricité, et c'est un espace aseptisé, donc on peut y tenir n'importe quoi. Vous voyez comme quoi, peut-être que quelquefois, il faut prendre un gros choc pour changer. Et comme moi, là, je pense qu'on va vivre quand même des chocs successifs qui vont nous obliger à être mobiles et à prendre en main nos affaires, c'est un peu, voilà, ce que d'ailleurs beaucoup de gens de culture font, qui avec très peu de moyens produisent des choses. Et alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un projet par lequel vous avez pu adapter le règlement et comment vous y êtes pris? Bah, il y en a deux, mais je l'ai fait pour des logements sociaux qui allaient être démolis.
Et un logement social, donc occupé par quelqu'un, par un habitant, qui va être démoli, ça coûte entre 40 et 50 000 € pour le démolir et le reconstruire d'une autre façon, ça coûte entre 100 et 110 000. Donc démolir et reconstruire un logement, c'est 150 000 € en prix moyen. Parce qu'il y a des grands logements et des petits logements, mais en prix moyen, c'est ça. Mais on ne compte jamais le coût social. Qu'est-ce que c'est que de détruire le logement de quelqu'un qui l'habite et qui va plus habiter là, qui va perdre sa communauté? Et qu'est-ce que c'est éventuellement même que de peut-être de le déplacer 2 fois? Une fois pendant qu'on refait, puis une fois quand on aura refait. Et qu'est-ce que ça coûte même sur le plan social, tout cet argent qu'on a mis dans le logement social et qu'on détruirait au prétexte qu'il n'est pas adapté. Donc comme il commençait à y avoir des problèmes dans le renouvellement urbain et que les choses que l'on avait démolies, reconstruites, on ne pouvait pas faire la deuxième tranche. Il y avait donc des gens qui habitaient des choses qui étaient à démolir, des pires qu'avant. Parce que eux, ils ne partaient pas, mais ils avaient vu en face d'eux le même immeuble démoli. Mais pour eux, on ne le faisait plus parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc j'ai proposé de faire avec l'argent de la démolition, donc les 40 000 €, de faire la réhabilitation du logement, mais occupé, c'est-à-dire avec des gens dedans, sans les déplacer. C'est-à-dire que même quelqu'un qui avait un appartement trop grand et parce qu'il avait elle a perdu son mari ou que les enfants étaient partis, et ainsi de suite, de garder la personne et de considérer que c'est son histoire. On peut inviter ses petits-enfants. Quand on a perdu ses enfants, parce qu'ils sont partis, on a des petits-enfants. Ou le dimanche, on invite quand même ses enfants et ses petits-enfants. Ou en semaine, on prend le soir ses enfants et ses petits-enfants. Pourquoi dans le logement social, ça ne serait pas autorisé? Alors du coup, ça tentait certains bailleurs sociaux de dire, bah oui, est-ce qu'on pourrait garder les gens? Est-ce qu'on pourrait faire moins cher? Est-ce qu'on pourrait ne pas démolir sur le plan écologique? Et est-ce qu'on pourrait peut-être, en le faisant avec eux, les associer à cette appropriation qu'ils n'ont jamais eue? Et peut-être même à mieux protéger le logement social pour le transmettre. Parce que eux mourront et on le transmettra. Donc ça a été terrible parce que ça remet tout en cause l'attribution, le maintien dans les lieux, de donner du travail éventuellement avec cet argent de la démolition, de donner des marchés à des gens de toute petite échelle, des artisans et autres, voire des membres de la famille des gens qui étaient mis à la porte, parce que très souvent, ils sont en relation avec des gens du bâtiment. Là, c'est une opération. On a mis 3 ans pour faire 60 logements en site occupé et les refaire de très grande qualité. Parce qu'on a parlé argent. Ces gens-là qui eux-mêmes faisaient des logements neufs savaient ce que se coûtait le prix et éventuellement, je ne sais pas, de la pose d'un chauffe-eau, alors que récupérer un chauffe-eau et le réparer qu'on a pris dans une déchetterie et le remettre, ces gens-là savent le faire. Je veux dire, donc, ce sont les premiers écologistes ou les premiers réemployeurs de matériaux. Et le deuxième, c'était de dire, est-ce qu'un maire dans une ville a des bâtiments qui ne servent à rien, mais il ne peut rien en faire parce que les vendre, il ne peut pas, et éventuellement les transformer, il n'a pas l'argent. Donc il laisse des bâtiments vides, et si quelqu'un réclame un bâtiment pour y tenir une activité, on lui dit bah, c'est pas possible parce qu'il faudrait faire des travaux, on n'a pas d'argent, et on ne connaît pas d'ailleurs pourquoi il est fait ce bâtiment, donc on ne peut pas te le donner. Donc c'était de faire un inventaire dans une mairie, combien il y a de bâtiments inoccupés, pour quelles raisons ils sont inoccupés, et pourrait-il être ouvert à l'expérimentation pour que les habitants, d'ailleurs, se posent la question. C'est un patrimoine commun, public, et pourquoi en l'occupant, on ne trouverait pas des activités, d'ailleurs, qui sont non programmables. On ne peut pas les nommer. Et donc peut-être que réglementairement, on pourrait dire, comme c'est à titre provisoire, on n'a pas besoin de le mettre aux normes. On peut considérer que c'est une activité exceptionnelle. Donc ça, on l'a fait à Rennes, sur une ancienne faculté de sciences dentaires qui avait fermé et qui, du jour au lendemain, on ne comprend pas, il y avait des étudiants, on la ferme parce qu'on regroupe ça sur un autre site, et du jour au lendemain, elle est inoccupable. C'est-à-dire qu'on ferme, on met du parpaing sur la porte et on attend. Et donc, comme toujours, eh ben, pour des gens qui sont très libéraux, on la met en vente. Alors, on essaye de trouver un acquéreur. Vous pensez bien qu'un acquéreur privé, pour acheter une fac de sciences en centre-ville, il veut bien l'acheter, mais pour un euro symbolique. Donc, on perdrait un patrimoine public pour 1 € symbolique pour faire un hôtel 4 étoiles. Donc, le maire pour lequel je travaillais voulait s'opposer à cela.
mais ils n'avaient pas non plus l'argent pour faire un musée des sciences, comme tout le monde disait, bah, la fac de sciences, on fait un musée des sciences, vous voyez, le truc idiot, quoi, la programmation imbécile. Et donc, on l'a occupé pendant 6 ans, lentement, pour voir quelles seraient les activités que cette ancienne fac de sciences pourrait avoir. Donc, c'est devenu l'hôtel Pasteur à Rennes, et qui a été donc dirigé par Sophie Ricard, jeune architecte qui s'est révélée donc excellente et même exceptionnelle dans la programmation ouverte et le changement des comportements des services techniques et des élus face à un patrimoine municipal. Merci. Peut-être une dernière question avant de donner la parole aux participants ici. Vous avez dit en introduction, alors finalement, il n'y a peut-être pas de question d'échelle de projet, mais tout de même, vous avez travaillé sur toutes ces échelles. Il y en a qui fonctionnent mieux ou pas. Donc, est-ce que vous avez quand même des retours là-dessus sur vous parliez à un moment de pouvoir, de ces choses qu'on arrive à faire parce qu'elles n'intéressent personne. Et donc, on est plus libre. Alors, est-ce qu'il y a quand même une réflexion derrière? D'abord, comme je vous ai dit, il y a le temps long, et dans le temps long, vous pouvez perdre votre action. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas un début et une fin, au même titre que le programme n'est pas bouclé, il n'y a pas un début et une fin qui seraient tenus par la même personne. Enfin, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, mais c'est idiot, si vous voulez. Il y a bien un avant et il y a un après, et donc il devrait y avoir un avant et un après, y compris pendant le projet. Donc, quelquefois, quelque chose qui paraît longue, enfin une chose qui paraît longue, elle produit un éveil à d'autres personnes qui n'avaient pas vu pendant ce temps long qu'ils pouvaient être acteurs. Donc, l'idée, c'est de dire, je quitte. Dès que j'ai trouvé un acteur qui veut prendre ma place, au lieu de me battre pour garder cette place, j'abandonne. Mon rôle aurait été qu'à un moment, dans ce temps long, pour éventuellement aller au-delà de moi. Donc ça, c'est ce qu'a révélé, si vous voulez, de ne pas de mettre le temps de la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, quelquefois, il y a la toute petite échelle qu'on croit plus agile que la grande échelle, et dont on dit, bah, cette petite échelle, elle va être démonstratrice. Quelquefois, la petite échelle, elle focalise tellement de problèmes humains ou psychologiques qu'elle est bloquée. Et des fois, c'est la grande échelle qui traite plus la masse, hein, et le collectif qui débloque des situations psychologiques. Voyez, et peut-être la petite échelle, elle débloque le fait qu'on peut faire avec peu de moyens quelque chose de visible. Donc l'un et l'autre se nourrissent. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais si vous les faites en même temps, petits et grands, sur des temps courts et des temps longs, et sur des sujets différents, vous apercevez que l'interrelation des échelles, l'interrelation des temps et l'interrelation des sujets peut quelquefois débloquer une chose qui apparaissait bloquée chez vous, qui restera bloquée chez vous, mais qui chez un autre est débloquée. Donc c'est ça qui, on pourrait dire, j'aime pas le terme, mais qui fait société, comme on dit. Comment peut-on dire que construire, c'est positif, que faire sa ville, c'est obligatoirement collectif, que habiter, c'est une nécessité à la première, et que donc on doit mettre ces activités-là au cœur de la vie de la cité et de la vie sociale, et non pas de les exclure comme des problèmes techniques qu'on règle en dehors de ses habitants. C'est pour ça que le terme habitant, pour moi, nous sommes tous habitants. Nous sommes tous responsables. Les élus sont des habitants, et voilà, et les parents d'élèves sont habitants, et les enfants sont habitants, et les personnes âgées sont habitantes. Et peut-être que les personnes âgées, d'ailleurs, elles ont été enfants, elles ont un point de vue sur l'enfance qu'aujourd'hui on ne leur demande pas, puisqu'on les met donc dans des mouroirs pour qu'ils ne rencontrent jamais d'enfants, par exemple. Eh ben merci. Justement, vous parliez de sortir de l'entre-soi et de varier les échelles de sujets. Donc, l'idée, c'est que cet après-midi, on parle aussi du secteur culturel et des projets qui peuvent faire écho. Je sais pas si on est en train de faire des trous chez vous, Patrick. Non? J'entends pas la question. Ah, c'était pas une. Vous devez être loin du micro. Est-ce que quelqu'un veut intervenir et prendre la parole?
Ah, Bonjour, Bonjour. je m'appelle Mourad, moi je suis ingénieur dans le BTP du coup, donc ça me parle un peu la construction et je voulais vous poser une question sur comment on fait pour réhabiliter du coup une tour de 20 étages, donc on peut réhabiliter l'intérieur, tout ça, mais comment on fait pour l'impact visuel? Et du coup ça m'emmène à une autre question, donc ça fait une double question. Est-ce que vous considérez que les constructions faites dans les années 70 sont une erreur ou est-ce que c'était nécessaire pour accueillir les vagues d'immigration africaine, nord-africaine, etc. Alors, je vais répondre Non, sur je vais la répondre deuxième. sur D'abord, la d'abord deuxième, la deuxième. elle n'est pas plus facile, mais elle est plus identifiable. Il y avait un retard avant la guerre. Et la guerre a provoqué encore un retard supplémentaire par la non-production pendant la guerre et par les destructions de la guerre. Ensuite, il y a eu l'arrivée donc disons de couples avec plus d'enfants, donc une démographie joyeuse, on pourrait presque dire comme ça, et même suscitée ou provoquée. Puis après, avec la relance économique, le besoin de travailleurs venant d'ailleurs pour aider la France à se relever, et après, par la décolonisation, l'arrivée. Donc il y a eu, voilà, comme c'est typiquement français, la mise en place d'outils centralisés pour produire un logement rapide et rattraper le retard. Bon, on va dire que c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais ça a été fait comme ça. Donc plutôt que de dire je détruis parce que je me suis trompé et je vais essayer de faire mieux, ce qui sera sûrement pas le cas, je vais dire ben, je vais faire avec. Voilà. Je vais considérer que ça a été fait comme ça a été mal construit, ça a été mal attribué, mais je peux réattribuer autrement et je peux éventuellement rajouter une couche, comme je dis, de réparation à cette construction. Et peut-être rajouter une couche qui serait moins uniforme, moins homogène, moins réglementaire, peut-être une forme de réhabilitation de la vie par des modes de production peut-être plus artisanaux, se posant sur un système industriel. Donc, et peut-être même de réemploi, de déposer, remonter, récupérer tout. On pourrait créer d'ailleurs un travail très noble de comment reconstruire ce que peut-être le système centralisé n'a pas fait. Donc, moi, je pense que on peut faire, et c'est simplement parce qu'on ne veut pas donner la liberté de faire et qu'on veut d'ailleurs centraliser le logement social dans une structure dite rentable. Quand le président de la République dit les organismes HLM coûtent cher, on va réduire le nombre et il faut avoir 12 000 logements pour atteindre une échelle de rentabilité. Bon, ok. Moi, je pense que là, on ne voit pas pourquoi sur ce secteur-là, il faudrait être rentable au centime près, alors qu'on ne l'est pas dans d'autres. Mais enfin, passons. Moi, je dis par contre, la gestion sociale, on doit la descendre en échelle. On devrait avoir des sous-unités dans des grandes unités de 12 000 logements, des unités ne dépassant pas 500 logements, qui permettraient à des coopératives, des petites coopératives ou des filiales appartenant à la holding ayant la charge des 450, ce qui créerait des comportements mieux que de mettre des îlotiers, des gardiens, des digicodes et des barrières. Donc moi, je pense que c'est une volonté politique qui n'existe pas, il faut la réclamer, et elle est nécessaire à l'harmonie sociale. Elle est économique au sens global du terme. Pour l'autre question, c'est plus complexe. Parce que, en effet, il faut se mettre peut-être dans une situation plus expérimentale, peut-être plus décentralisée, c'est plus complexe. Oui. Donc, mais comme moi, je pense toujours que on sous-estime la qualité d'un peuple, on sous-estime la qualité d'un fonctionnaire, voilà, on sous-estime la capacité sociale de relever le défi. On croit toujours qu'il faut mettre de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouvelles dispositions et de nouvelles contraintes et ainsi de suite. Ainsi de suite. Je pense qu'il faut mettre plus de liberté, plus d'indépendance, plus de responsabilité. Enfin, il faut rétablir la confiance qui n'existe pas. Il y a un climat de défiance permanent, et comme il y a un climat de défiance, on met une réglementation coercitive pour empêcher toute dérive.
comme vous le savez, si vous travaillez dans le BTP, les dérives, c'est les plus gros qui, en général, les organisent à leur profit. Hein. Donc, c'est pas les petits qui sont les premiers responsables de la corruption dans le BTP. C'est plutôt les gros. Alors, voilà, moi, pour cette question, c'est plus difficile d'y répondre parce que c'est un changement de société qu'il faudrait entraîner. Alors, j'ai travaillé sur, c'est pas pour répondre à côté, mais j'ai essayé de travailler dans la loi. Qu'est-ce qui fait, puisque vous-même vous travaillez dans le BTP privé accède au marché public. Il accède au marché public, donc une grande partie du BTP, ou plutôt plus de la moitié de son chiffre d'affaires, est fait avec de l'argent public. Une grande partie donc de l'argent public est dépensée même des fois par délégation. C'est-à-dire qu'on dit au BTP, eh ben voilà, on ne peut pas faire nous-mêmes, on va vous confier par délégation la réalisation d'un truc. Bon, voilà, ça c'est dans la loi. Alors, ce sont les plus gros du BTP qui ont profité de cette disposition libérale, on va dire. Moi, je dis qu'on pourrait avoir des associations qui revendiquent sur des petits sujets de recevoir une délégation pour produire un objet pour la collectivité qui ne peut pas le produire. Voilà, et on pourrait avoir même des associations qui, pour des offices d'HLM, comme le reçoivent les grands du BTP, feraient des petites structures qui autoproduiraient la modification du logement social. Et donc, moi, si on se revoyait, ou si on pourrait avoir un sujet sur ça, quoi, sur c'est quoi la délégation de confiance et c'est quoi la confiance donnée quand on est dans une démocratie. Et la preuve, c'est qu'on commence à avoir nous-mêmes un doute sur la délégation, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui votent, et donc on considère que cette délégation qu'on donne, eh ben, on n'a pas le retour de cette délégation par la confiance qu'on nous rendrait. Donc on va avoir moins de gens qui votent, on a plus d'abstention, moins de représentation donc justifiée ou de représentation démocratiquement représentée. Et donc, voilà, enfin, moi, c'est le travail à venir. C'est un effondrement, peut-être du système politique, du système de la commande, de l'argent et tout, et peut-être une place prise dans quelque chose qui est abandonné par les autres, qui de mon temps était plutôt marginal, et c'est pour ça que c'est la culture qui m'a permis de le faire, et qui aujourd'hui sera sûrement moins marginale, plus générale, et donc il y a plus de place pour y rentrer. Bonjour, je m'appelle Yann, je travaille moi dans le secteur culturel, dans une salle de concert de musique actuelle. Les exemples que vous donnez, les réflexions que vous portez, les constats que vous faites, sont très éclairants, inspirants, je vous remercie. Si on veut s'en inspirer justement, selon vous, quelles qualités humaines, quelles compétences, quelles méthodes doivent être réunies pour avancer dans ce sens-là? Alors, déjà, je pense que c'est le constat que j'ai souvent fait en me déplaçant dans les échelles, en me déplaçant dans les sujets et en me déplaçant géographiquement, puisque je pourrais dire jamais rien fait à Paris. Vous voyez, je ne suis pas de ceux qui donnent des leçons de la capitale. J'ai plutôt considéré que voilà, l'échelle humaine possible, visible, ou l'échelle politique repérable, elle était plutôt en région, voire peut-être même dans des échelles en dessous des métropoles régionales, dans des métropoles ou des villes de taille humaine. Alors du coup, comme là, bon, vu mon âge et les gens avec lesquels je travaille, on s'aperçoit que ce que j'ai fait ne s'est pas fait de la même façon que ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y a un modèle et une recette qui fait que ce que j'ai fait est applicable. Donc, dans le cas de la preuve parfaite, c'est ça, c'est de faire rentrer des personnes qui ont le même désir que moi, mais avec 40 ans de moins, vous voulez. Et donc, ce même désir, comment il se manifeste aujourd'hui et comment il pourrait se faire aujourd'hui. Et de dire, il faut arrêter de penser que tout ça, c'est dans la marge et que tout ça disparaît avec la disparition de l'acteur qui s'est mis dans la marge, moi, entre autres, et que peut-être on pourrait additionner, réunir, voire faire une ressource commune de tout ce que j'ai fait, moi et d'autres de mon âge, après moi, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais que vous, là, vous êtes plus en train de faire, parce que par nécessité. On pourrait dire qu'on n'est pas dans la marge, mais on est dans
on est dans le droit commun, on est dans ce qui est commun. On n'est pas du tout, c'est pas minoritaire. On commence à être majoritaire dans les blocages qu'on rencontre et dans les initiatives qu'on veut prendre parce que personne d'autre ne les fait. Donc nous, on est en train de on est en train de mettre en place ce qu'on appellerait un centre de ressources qui permettrait déjà d'accéder à l'expérience des autres, ce que j'appellerais la jurisprudence. Ensuite, on pourrait se compter, parce que à force de se jalouser ou à force de se replier au prétexte qu'il faut mieux faire les choses cachées que de les montrer, parce que quand on les montre, on vous tire dessus, si vous voulez, on pourrait faire une tentative. Est-ce qu'on est suffisamment nombreux pour se compter et créer un rapport de force favorable au changement des choses, si vous voulez. Et donc, on pourrait faire que les lieux de culture, parce que j'aime bien le terme art et culture, mais il ne faut pas qu'il se replie sur ce que pourrait être, c'est pas, vous ne le pensez pas, moi non plus, mais ce que les gens qualifient, que c'est un loisir. Et la culture, c'est un loisir. Donc c'est un plus, ce n'est pas une nécessité. Et donc on pourrait faire que les lieux de culture soient les lieux qui débattent de ces sujets. Donc aujourd'hui, c'est le cas. C'est pour ça que j'ai accepté donc de venir à la coursive. Enfin, de venir, je ne pouvais pas venir, donc je le regrette. Mais je pense que ce que la coursive fait aujourd'hui, peut-être que seul un lieu de culture peut le faire, et d'aborder autre chose que de la programmation culturelle ou de l'équipement culturel comme on l'entend, ou comme le ministère de la Culture l'entend, que de ramener le social à sa juste place et la vie sociale au centre de la culture. Je pense qu'il n'y a que vous pour le faire. Donc que vous soyez une salle de musique actuelle, une scène nationale ou une association, hein, c'est à vous et à nous de parler de ça, de ce qu'on débat aujourd'hui, et peut-être de le faire sortir et démontrer que sans nous, il n'y aurait pas ça, et que nous, après, bien sûr, l'art, c'est une nécessité, et donc l'art est au centre de ça, la pratique culturelle est au centre de ça, mais elle contient l'écologie, l'économie, le social, la psychologie. Voilà. Elle n'est pas que les arts plastiques, les arts vivants et les musiques actuelles. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si dans votre travail de ressources, de mise en place de ressources, vous aviez aussi imaginé un dispositif de conseil, en fait, pour... nous, on est en train de rénover un tout petit lieu en milieu rural, avec peu de moyens, parce que peu d'habitants, et puis une conscience politique un peu limitée. Et donc voilà, je voulais savoir comment on pouvait avoir les conseils des grandes personnes comme vous, avec ce recul et voilà, cette aussi question de la construction d'un territoire, voilà, Ah, non habité ou oui. très habité. Alors, en effet, parce que du coup, si on est conseil, très vite, moi, je sature, parce que d'abord, je suis âgé, ensuite, j'ai énormément de demandes, et à force de, des fois, conseiller, on peut radoter. Vous voyez, on peut... Alors, c'est déjà de mettre sur la table ce que l'on a fait. Donc, on n'avait pas du tout, on n'avait pas un sou jusqu'à maintenant. On a eu des subventions pour 3 ans à venir du ministère de la Culture, de la Cohésion des Territoires et de la Fondation de France pour mettre en place cette plateforme ressources. Donc déjà, c'est un plus parce que ça sera déjà visible. Ça sera accessible d'ailleurs par des entrées différentes. On pourra y rentrer par le sujet, on pourra y rentrer par l'échelle, et on pourra peut-être y rentrer par, je sais pas, des associations d'idées. On pourra y rentrer de manière non professionnelle. Ensuite, on va essayer non pas d'augmenter notre rayonnement en se déplaçant comme des bons pasteurs, ni en augmentant le nombre de lieux d'expérimentation, parce qu'on n'en a pas la force, mais on va peut-être commencer à réunir ce qu'on appelle les cousins et les cousines, c'est-à-dire ceux qui tentent, comme ce que vous venez de dire pour vous, vous tentez de faire exactement la même chose, mais il y a un petit blocage. Et peut-être que parler à un cousin ou à une cousine, ou à nous-mêmes, ou au tonton ou au papy, ça aiderait. Donc on va essayer d'élargir notre champ, ce que j'appelle nous compter. Qu'est-ce qui permettrait de savoir que ce dont vous parlez, là, par exemple, il y a peut-être, je sais pas, une centaine de personnes qui se posent la même question que vous. Et c'est vrai que répondre ou réunir 30 personnes des 100, 10 personnes des 100, c'est mieux parce que même si un village, c'est une même échelle, mais un village, vous voyez, dans, je sais pas, dans le nord de la France ou
dans le sud ou dans l'est, ça n'est pas tout à fait pareil. Et donc, c'est pas une réponse dilatoire que je fais, mais ça serait bien que chacun y apporte sa pierre. On peut répondre à une question que vous posez, mais vous pourriez aussi amener, non pas la question telle qu'en général on la pose. Une question, c'est pas vraiment une réponse. Et peut-être qu'en reformulant votre question, elle est déjà une solution. Et en venant nous voir, en reformulant mieux la question, vous apportez une pierre à l'édifice général et peut-être que nous, on peut répondre à la vôtre. Alors, on a un site qui s'appelle La Preuve par 7, tout attaché, 7 le chiffre.fr. Vous verrez le site. On va donc avoir après un nom pour la plateforme. Ce matin, on a eu une discussion sur comment on allait l'appeler. On va sûrement l'appeler la coulisse ou la coulisse urbaine, centre de ressources. Donc, vous pourriez y accéder au fur et à mesure. On va avoir du mal à le mettre en place. On va peut-être mettre 2 ans pour le mettre en place, mais chaque jour, il y aura un morceau qui sera utilisable. On commence à réunir des avocats, des responsables administratifs, des directeurs techniques et autres qui ont des choses à nous dire. Donc, on interview. Peut-être que vous-même, vous pourriez donner un élément de cette ressource. Et puis, après, l'idéal, ce serait qu'on fasse des journées nationales en région sur un sujet. Donc, on voudrait en faire un, mettons, sur les établissements recevant du public, par exemple. En France, on a une réglementation ERP qui est invraisemblable, parce qu'il faut dire l'activité que vous tenez dans un lieu pour avoir le classement, la catégorie qui vous donnera l'autorisation d'ouvrir. Et si vous changez d'activité après, le lieu est fermé. Ou si vous me dites, je ne sais pas quelle activité je tiens, mais je tiens une activité culturelle au sens large, ça touche la nourriture, l'éducation, la danse, et je ne sais pas quoi, vous dites non, c'est pas possible. Vous êtes expo, vous êtes sport, vous êtes je ne sais pas quoi, soins, santé et autres. Donc il faut qu'on démontre qu'on est dans une situation bloquée et peut-être que votre petit détail rencontré le jour de ces journées nationales sera le grain de sable qui fera basculer l'ensemble. Donc suivez l'évolution de la preuve par 7. Bonjour, merci beaucoup déjà pour toutes vos interventions. Moi, je suis architecte en milieu rural. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, je me retrouve souvent avec la question de comment accompagner les gens, soit de manière individuelle sur des chantiers participatifs. Et là, la question se pose, on en parlait ce matin, sur un petit équipement culturel où l'idée, c'est que les usagers construisent le bâtiment. Et moi, la réponse que je pourrais avoir de la profession et des responsabilités de la profession, c'est il est urgent de fuir les chantiers participatifs, dans le sens où les deux questions et la conception collective d'une œuvre qui est signée par un individu au moment du permis. C'est-à-dire que l'architecte a, entre guillemets, la responsabilité de l'œuvre collective. Et l'autre question, c'est justement sur le chantier où moi, la réponse que j'ai, c'est vous vous occupez du gros œuvre hors d'eau, hors d'air et ensuite, vous mettez pas les pieds sur le chantier. Et en fait, c'est pas vraiment audible pour moi parce que c'est comment, donc, soit on choisit d'être architecte et de défendre une vision et une profession, soit on choisit de ne pas être architecte et d'être en association pour pouvoir accompagner des chantiers participatifs. Et aujourd'hui, moi, je vois pas encore, la réponse et l'entre-deux d'avoir le pouvoir de faire, quoi. Oui, mais c'est une bonne question, mais il faut revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le temps long et les responsabilités. Comme vous le savez, la loi sur l'architecture, qui est une mauvaise loi, permet de construire des maisons sans architecte, moins de 170 mètres carrés, et que la loi sur la maîtrise d'œuvre publique autorise qu'un architecte ne soit payé que sur le permis de construire. En fin de compte, il signe le permis de construire et il abandonne, même un promoteur public ou privé, l'exécution, le suivi de la construction. Donc, les architectes ont accepté d'être dépossédés de l'acte total et global sur l'architecture. C'est-à-dire, ils ont abandonné la maison individuelle et ils ont abandonné, en fin de compte, la conduite du chantier. D'ailleurs, même, très souvent, ils n'aiment pas le chantier. Ils préféreraient qu'il n'y en ait pas. Voilà, on conçoit, puis après, on est comme un directeur artistique, c'est d'autres qui le font.
Donc, comme là, vous travaillez sur la petite échelle, c'est peut-être une façon de réapprendre à ce que c'est que des responsabilités partagées. Et peut-être que, en effet, arrêter de voir dans disons, l'autoconstruction que l'autoconstruction participative de gens incompétents, par exemple, qui pensent qu'ils sont incompétents et dont, vous l'avez dit, difficile de prendre cette responsabilité. Moi, j'ai souvent dit, mais on oublie toujours que les gens à qui on ne parle pas ou les gens à qui on ne fait pas confiance, c'est ceux qui construisent nos maisons. C'est ceux d'ailleurs qui eux-mêmes n'ont pas de maison. Voilà. Dans l'immigration, si vous regardez, moi je fais à chaque fois, quand j'ai un chantier, je pose la question, comment vous vous appelez? D'abord, parce que c'est mieux de dire, d'appeler les gens par leur prénom et leur nom que de dire le plombier. Et ensuite, c'est quand même mieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme formation. Non pas pour un contrôle, non pas pour dire: «Ah bon, tu es serrurier alors que, tu es informaticien ou tu es serrurier alors que tu as été menuisier ou tu as été un CAP de menuisier et tout». Donc c'est de savoir que, on peut avoir un métier plus élargi, on peut peut-être ne pas dire le métier que l'on a appris et on en fait un autre et peut-être que si déjà cette transparence-là existe, on peut mettre en commun, des savoirs, y compris d'ailleurs l'incompétence qu'un architecte peut avoir face à la construction, vu la mauvaise qualité de l'enseignement qu'il a reçu, par exemple. Et on pourrait se dire, ben, on prend chacun à chaque moment nos responsabilités, mais l'objet à construire est un objet commun dans lequel il y a ben, peut-être un ouvrier intérimaire qui a été recruté par une entreprise agréée que vous avez choisi par appel d'offres, dont vous avez toute confiance, et la personne qui va construire, elle ne sait même pas quelle entreprise vraiment sait l'histoire de l'entreprise. Elle ne connaît pas vraiment le métier, mais elle a besoin de travailler. Elle vend sa force de travail, comme on dit. Et donc, moi, je fais des chantiers. Alors, voilà, en effet, mon participation, c'est un peu énervant, mais c'est un vrai chantier de participation. C'est qui peut faire quoi. Et donc, je réunis toujours celui qui, quand même, en dernier ressort, pour moi, est le responsable ou le commanditaire, c'est l'élu, un maire, ou président de région, je ne sais pas quoi. Donc après, celui qui, en effet, de près ou de loin, assure la production. Ça peut être un service technique d'une ville, comme un office d'HLM ou un promoteur privé, ou un service d'une administration centrale. Et puis après, il y a un concepteur, mais le concepteur, bon, ben voilà, l'ingénieur, l'architecte, je ne sais pas quoi, tout ça, vous pouvez faire la liste de tout. Et puis après, il y a des constructeurs, et des ouvriers, ainsi de suite. Et donc, c'est de remettre tout le monde en place et dire, on a un objet à construire, même tout petit, parce que peut-être même pour une petite salle de classe, et on a fait, nous, dans un village à Périgny-sur-Allier, la modification d'un bâtiment qui allait être démoli parce qu'il était en amiant de ciment, si vous voulez, et qu'on a donc considéré comme devant être gardé en le confinant, en l'isolant, et peut-être même qu'en le confinant et en l'isolant avec un matériau économique, donc de la fibre, on pouvait faire une leçon, y compris pour les services techniques, voire même peut-être faire travailler un ouvrier municipal. Oui. Donc il faut savoir qui fait quoi, parce qu'il ne faut pas mélanger qui prend la responsabilité de quoi, mais le dire clairement et passer à l'acte en étant unis pour une responsabilité commune, parce que voilà, de toute façon, s'il y avait un sinistre, on serait tous recherchés. Moi, j'ai des amis architectes qui ne font pas du tout comme moi, parce qu'ils me disent, nous, on ne veut pas prendre de responsabilité. Il y a un sinistre, et chacun, pour le pourcentage connu par l'assurance que chacun devrait avoir, tout le monde est poursuivi pour le pourcentage correspondant à sa fonction. Donc, il faut, encore une fois, rétablir la confiance, mettre en place la transparence et prendre en main ses affaires et être co-responsable, mais nommément co-responsable, et non pas de manière anonyme, parce qu'à ce moment-là, ben, on ne sait pas, alors on fait des expertises. Mais c'est une belle leçon hein, de redéfinir le métier d'architecte et de redéfinir le rôle de tous ceux qui participent à l'architecture. Car il n'y a pas que la conception. J'ai perdu là. Oui, je suis en train de essayer de les motiver à prendre la parole. Juste, on a jusqu'à quelle heure? 15h30. Ouais. Vraiment, parce qu'après, je cours à Paris pour les parcs naturels régionaux, j'interviens à 16h.
Ah, donc on arrête un peu avant alors. Oui, oui, 15h20, ce serait très bien. Très bien. Je vous avais prévu un petit trip si comment dire, l'inspiration ne manquait. Vous avez chacun un petit post-it et si vous avez besoin de prendre une minute et vraiment de réfléchir à peut-être un exemple ou un exemple de projet qui fait écho à ce qui vient d'être débattu, vous pouvez aussi voilà prendre ce petit temps, l'écrire sur un papier et ça permet des fois voilà de focaliser et puis de relancer aussi le débat. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce petit objet. Et est-ce que Joël Zas, qui est dans la salle? Est-ce qu'elle est là? Elle est partie? Ah non, je crois qu'elle est partie. Non, non, très bien. Non, parce que je voulais faire le vœu avec elle qu'on reviendrait ensemble. Non, la salle dit oui. Hein. Mm. En tout cas, si je peux rebondir pendant que la salle réfléchit, nous, c'est vrai qu'on s'est posé la question, par exemple, pendant les confinements successifs sur la question de l'ERP et comment on était classé et ce que ça nous permettait de faire et de pas faire. Et c'est vrai que des fois, ça met dans des situations où ça empêche, c'est-à-dire que on fait des actions à la fois pour le secteur culturel, mais à la fois aussi pour les habitants du quartier des Grésilles. Et avec un ERP qui est lié au fait qu'on a un espace d'exposition, eh ben, ça nous empêche voilà, d'avoir pu accueillir des habitants en période de confinement, alors qu'effectivement, une EMJC ou un lieu d'action sociale va avoir cette dérogation pour accueillir les habitants et leurs actions. Et c'est vrai que on ne sait pas forcément toujours comment s'y prendre pour contourner ça et pas se mettre en risque, surtout dans une situation de crise sanitaire. C'est un vrai sujet d'un colloque de plusieurs jours, ça. Comment on nomme les choses, comment on nomme les objets, pourquoi une MJC peut, éventuellement une classe peut, en diminuant de moitié son effectif, hein, et pourquoi une association qui fait le même travail ne peut pas, pourquoi un bâtiment public peut, ou l'inverse, hein. Et donc on doit réunir tout ce qui est disloqué, quoi. Je pense qu'on est dans une société qui, pour des raisons de désengagement, par manque de confiance, nous a mis dans une réglementation infantile et incompréhensible. Donc on pourrait en effet faire une liste de toutes les invraisemblances réglementaires et exiger d'expérimenter, puisque ce qui compte dans la réglementation, on le croit quand même, c'est la protection des individus. Donc pourquoi un individu l'est dans un équipement qui a les mêmes spécifications que l'autre, ou un public qui a les mêmes risques que tous les autres, pourquoi la dénomination du lieu fait changer la réglementation. Et donc ça va nous coûter très cher, parce qu'on va devoir démolir des équipements. Voilà, est-ce qu'une gare, c'est habitable? Est-ce qu'une agence de la BNP qui ferme dans un cœur de bourg, est-ce que c'est habitable par une personne handicapée, par exemple? Oui, parce que avant, un handicapé pouvait aller dans cette agence pour retirer de l'argent. Donc on peut dire que l'agence est conforme aux normes d'accessibilité handicapée, par exemple. Oui, et concrètement, parce que si on veut essayer de dépasser ce genre de blocage, ça veut dire quoi? Entamer un dialogue aussi avec l'institution, avec l'administration? Mais moi, je pense que c'est pas au moment où la question bloque, ou pas la question, mais disons au moment où le problème bloque. Parce que très souvent, on fait dans notre coin, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut mieux des fois se cacher, parce que sinon on nous interdirait. Et puis, on est bloqué, et donc on est paniqué, et à ce moment-là, soit on perd, soit on gagne parce qu'on se bat comme des chiens. Si vous voulez. Et donc, il faudrait que tout acte soit un acte de formation pour un élu,
parce que les élus, des fois, ils sont totalement coupés de cette réalité. Ils suivent la réglementation à la lettre en disant, comme ça, je prends aucun risque. Donc, ça serait de faire de tout acte un acte de pédagogie politique, technique, sociale, culturelle. C'est ce que je fais. Et donc, faire des réunions où on parle de sujets concrets comme ça attire un public qui, quelquefois, ne vient pas à des réunions parce qu'il pense qu'il ne peut pas intervenir parce que c'est trop savant. Alors que, en fait, compte, c'est très populaire. Tout le monde est confronté à la réglementation handicapée. Mais il n'y a pas que les gens handicapés. Il y a les familles d'handicapés. Et puis, des fois, on pense qu'une personne je sais pas, âgée n'appartient pas à la catégorie handicapée. Elle appartient à la catégorie 3e âge, 4e âge et autres. Ou qu'un enfant voilà, peut apparaître, je sais pas, dans ses comportements comme ayant un handicap momentané. Pas qu'une femme enceinte a un handicap momentané. Donc, qu'un landau, une poussette, un caddie, un, je sais pas, un siège handicapé, c'est peut-être la même chose. Arrêtons de mettre tout le monde dans des catégories qui fait qu'on ne se parle pas, on n'échange pas. Voilà. Donc, il faut, pour cela, c'est pas une déclaration comme ça, comme je peux la faire en ce moment, en disant, à partir de demain, tout va bien. Il faut prendre un sujet et il faut faire la preuve que. Voilà, c'est pour ça que la preuve par recette, c'est comme ça. Prendre un sujet, dire, tiens, ce sujet-là, on ne peut pas le régler tout seul. Il faut qu'on réunisse tous ceux qui concourraient à une réponse d'intérêt général et faire la preuve que. Et vous verrez, c'est très enthousiasmant. Même pour un service rébarbatif, même de code des marchés publics ou de, je sais pas, de handicap ou du feu, même sanitaire. C'est très jouissif, si vous voulez. Il faut réintroduire le plaisir dans la résolution des problèmes et non pas résoudre des problèmes dans la douleur. Ça devienne naturel. Allez, encore une. Allez. Alors, ces petits post-it, est-ce qu'ils ont aidé? Non? Parce qu'après, vous faites quoi? Demain, vous avez encore une journée? Non, c'était mardi. Donc là, c'est la fin aujourd'hui. Voilà. Et après moi, il y a qui? Il y a un petit temps d'infos sur les actions de notre collectif Nous sommes ressources. Et après, Samuel Valenzi du Shift Project. Mais j'ai encore une question, Patrick. Restez là. Allez-y. Bonjour Monsieur Bouchin, merci pour vos interventions. J'ai une question par rapport à un phénomène qu'on pourrait appeler un peu un phénomène de mode, à créer, voire réhabiliter dans d'anciens lieux, notamment au travers de friches culturelles, tiers-lieux culturels, lieux indépendants, qui au départ étaient des initiatives populaires il y a une vingtaine, trentaine d'années, et qu'aujourd'hui, on a tendance à les voir s'institutionnaliser de plus en plus, notamment au travers du plan de relance de la France. Et en voulant absolument que ces lieux-là participent à une forme d'économie locale. Et en fait, selon que ces lieux-là soient initiés par des collectifs d'habitants ou par des collectivités, on peut avoir parfois des différences, parfois des coquilles vides, parfois effectivement des lieux qui ont une vraie raison d'être et une vraie histoire. Et je voulais savoir ce que vous pensez un peu de, alors je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, mais d'un peu cette évolution un peu de ces tiers-lieux, de ces lieux indépendants. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire. Si, très clair. Oui, moi je suis très réticent, mais en même temps, il faut toujours dire, bon, c'est réticent, mais ça a démultiplié les initiatives. Donc il y a des tas de gens qui vont rencontrer des difficultés qui avant peut-être n'étaient pas acteurs parce qu'il n'y avait pas cette possibilité. Donc soyons positifs, tous ces lieux peut-être favorisent qu'une certaine catégorie de la population, une certaine catégorie donc des activités, peut-être même que l'institution se sert de ça pour dépenser moins ou pour faire croire qu'elle fait. Et donc, en effet, il y a un danger. Mais dans la vie, il y a toujours un danger. Donc, vous réclamez la liberté, on vous la donne. C'est formidable, mais en même temps, il y a un danger. Voilà. Et donc là, il faut tout de suite aller plus loin. C'est-à-dire que, admettons, moi, je profite toujours d'une disposition dont je trouve qu'elle est manipulatrice, qu'elle est, elle est réduite, parce que voilà, très vite, on réduit les choses, on les nomme, et je me sers du courant qu'elle crée pour emmener plus loin. Par exemple, là, moi, je travaille sur un tiers-lieu lié à l'enfance ou à l'adolescence.
les tiers-lieux, comme si d'un seul coup, il y avait que les gens en activité ou en activité au sens physique, peut-être au chômage, mais des gens dynamiques. C'est entre les 20 et les 50 ans que les tiers-lieux sont capables d'être tenus à bout de bras ou par des assos, par des bobos, comme on dit, ainsi de suite. Mais il n'y a rien pour l'enfance, il n'y a rien pour l'adolescence, et il n'y a rien pour la vieillesse. Donc, du coup, je me suis servi de ces lignes-là, ou de ce mouvement, pour dire est-ce qu'on pourrait faire un tiers-lieu dans un EHPAD, par exemple, ou un tiers-lieu dans une école, un tiers-lieu des savoirs dans une école, un tiers-lieu attaché à un lycée. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lieu qui permettrait de réunir un lycéen d'enseignement professionnel avec un lycéen d'enseignement général, voire avec un décrocheur? Est-ce qu'il y a un lieu commun d'âge et non pas un lieu identifié à un équipement? Donc, il faut toujours se servir de la contradiction, de la lacune, voire du mouvement. Parce que pour corriger une chose, il faut mieux être dans le mouvement. À l'arrêt, c'est complexe, si vous voulez. Donc, quand quelque chose part, eh ben, moi, j'y rentre, non pas par opportunité et tout, mais j'y rentre parce que tout mouvement ou toute idée porte quelque chose de dynamique. Et j'essaye après de l'emmener plus loin, ou éventuellement de la faire dévier sur quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, voilà, il faut être vigilant. Il faut être très attentif à tout. Et il faut non pas se méfier, mais être attentif. Il faut porter attention aux autres et il faut être attentif à toute manifestation. Merci. Une dernière question avant de se quitter? Encore une? Bah, écoutez, je pense on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais me tourner là. Merci à vous. Merci. Et la prochaine fois avec Joël à Dijon. Voilà. Ah, bah, parfait, on fait ça. Allez, Très bonne fin d'après-midi. Merci. au revoir. Eh ben, je vous propose une petite pause et puis de retour ici dans un quart d'heure pour vous parler de Nous sommes ressources. Et à Eh ben, 16h, c'est parfait. allons-y. Bon après-midi. Merci. Il a quitté?